C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Je peux commencer. Oui, madame, c'est bon. Très bien. Alors, donc, on va parler aujourd'hui. Je vois que les gens ne sont pas très présents. Hein? Ça fait pas sérieux tout ça. Bon, de toute manière, moi je vais faire mon cours. Alors, on va parler aujourd'hui de l'insuffisance mitrale. Vous vous rappelez, ça fait 2 jours, on avait parlé du rétrécissement mitral. C'est-à-dire que l'orifice entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche qui va être réduit et qui va empêcher le sang de passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche en diastole. Maintenant, l'insuffisance mitrale, ça veut dire que cet orifice entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui, au lieu de se fermer complètement donc, en systole, parce que la systole, c'est normalement la fermeture des valves auriculo-ventriculaires et l'ouverture des sigmoïdes aortiques. Donc, quand il y a cette ouverture des sigmoïdes aortiques, il y a cette valve mitrale qui ne se ferme pas correctement. Il y a un petit orifice par où va revenir le sang, c'est ce qu'on appelle le sang régurgité. Alors, donc, le plan de la question. Donc, c'est quoi l'insuffisance mitrale? C'est une régurgitation du sang qui passe du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. D'accord? Normalement, le sang ne revient pas vers l'oreillette gauche. Il doit passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Donc, quand il y a une insuffisance mitrale, il y a un petit orifice qui persiste et qui va faire revenir le sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Ça se fait bien sûr en systole. Et c'est dû à une incontinence de la valve mitrale, c'est-à-dire à une valve mitrale qui ne se ferme pas correctement. Il y a 2 types d'insuffisance mitrale. Il y a l'insuffisance mitrale primaire et il y a l'insuffisance mitrale secondaire, ce qu'on appelle également l'insuffisance mitrale fonctionnelle. L'insuffisance mitrale primaire, elle va inclure tout qui entraîne une atteinte de la valve mitrale, que ce soit la valve elle-même ou que ce soit alors l'appareil sous-valvulaire. L'insuffisance mitrale secondaire, ce n'est pas la valve mitrale qui est atteinte, mais c'est le ventricule gauche. Le ventricule gauche, quand il se dilate, il va pousser avec lui là où sont insérées les valves mitrales, ce qui fait que au lieu, quand elles se ferment, elles ne sont pas en relation les deux, et ça donne un petit orifice par où va revenir le sang, c'est-à-dire du ventricule gauche, il va repasser vers l'oreillette gauche. Voilà à peu près ce que je vous expliquais. Il y a l'insuffisance mitrale. Pardon, on revient. Voilà. Sur la première photo en haut, je vous montre ce qui est en jaune, c'est le sang qui revient vers l'oreillette gauche. Regardez, le ventricule gauche, il est en haut, l'oreillette gauche, elle est en bas. Et on va avoir du sang qui va revenir vers l'oreillette gauche, alors que normalement, le sang ne revient pas vers l'oreillette gauche. La deuxième, c'est une insuffisance mitrale secondaire, c'est-à-dire, regardez, c'est le ventricule gauche, il est dilaté, les valves mitrales sont fines, elles ne sont pas épaissies, c'est le ventricule gauche qui est dilaté, et quand il se dilate, il pousse avec lui les 2 valves et ça donne une insuffisance mitrale. La troisième, c'est l'insuffisance mitrale primitive, c'est-à-dire organique, et dans ce cas, regardez, la valve mitrale, la valve mitrale à son extrémité, elle est épaisse, ce qui fait que quand ils sont en contact, la petite valve avec la grande valve, ils ne se ferment pas complètement, ils ne sont pas continents. Donc, l'insuffisance mitrale, ça peut résulter de l'atteinte de la valve mitrale ou alors de l'atteinte des cordages ou de l'atteinte des piliers, c'est-à-dire que ça peut être une atteinte de un ou alors plusieurs composants de la valve mitrale.
ça peut toucher n'importe quel composant de la valve mitrale. Les étiologies, c'est selon le mécanisme. Il y a 3 mécanismes qui sont incriminés. C'est ce qu'on appelle la classification de Carpentier. Donc, il y a le type A, le type B et le type C. Le type A, c'est le premier. C'est un mouvement normal de la valve mitrale. Le type B, c'est des mouvements qui sont exagérés, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement plus que normal. C'est un mouvement anormal, c'est un mouvement exagéré de la valve mitrale. On va voir par la suite les étiologies. Et le type C, c'est un mouvement valvulaire qui est limité, c'est-à-dire qui ne s'ouvre pas complètement. D'accord jusqu'à présent? Coucou, c'est bon? Madame, pouvez-vous répéter cette plaque? Je répète cette plaque, d'accord. Alors, il y a, selon le mécanisme qui est incriminé, je vous ai dit que ça peut être l'atteinte de la valve elle-même, ça peut être l'atteinte des cordages, ça peut être l'atteinte des piliers, donc ça peut être l'atteinte de l'anneau, ça dépend. Le mécanisme, il est classé en fonction de la classification, ce qu'on appelle la classification de Carpentier. D'accord? Regardez, je vais mettre la caméra, je vais vous expliquer rapidement. Voilà. Très bien. Donc, regardez mes mains. Il y a 2 types. Donc, soit que la valve mitrale, elle est normale et que c'est juste les 2 berges qui ne se rapprochent pas et ça laisse un petit orifice. Soit que la valve mitrale, elle fait un mouvement exagéré, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre trop et quand elle revient, donc elle ne coïncide pas avec l'autre valve. Soit que la valve mitrale, au contraire, elle ne s'ouvre pas complètement, d'accord? C'est des mouvements qui sont limités, c'est-à-dire qu'elle ne s'ouvre pas complètement et quand elle revient, elle ne revient pas. Et ça se voit généralement dans les mouvements limités, dans le type C. Généralement, il y a toujours une atteinte, il y a un rétrécissement qui est associé à l'insuffisance mitrale, d'accord? C'est compris? Oui, c'est bon. Merci, madame. D'accord. Très bien. Alors, on passe au suivant. On va partager. Je vais refermer. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un son plus correct. Quelles sont les étiologies? D'accord? Alors, les étiologies, pour les insuffisances mitrales, je vous ai dit qu'il y a les insuffisances mitrales aiguës et il y a les insuffisances mitrales chroniques. Les insuffisances mitrales aiguës, ça veut dire que la fuite, elle s'est faite très rapidement et on a un remplissage rapide de l'oreillette gauche. L'insuffisance chronique, ça veut dire que cet orifice, il a progressivement augmenté de taille et donc l'oreillette gauche, elle a eu le temps de s'adapter. Donc, dans les insuffisances mitrales aiguës, généralement, c'est ce qui provoque une perforation de la valve ou alors une élongation très rapide de la valve. Ça se voit surtout, donc les perforations se voient surtout dans les endocardites infectieuses. Il y a également les atteintes des piliers ou les atteintes des cordages qui se voient dans les infarctus, dans les insuffisances mitrales suite à un infarctus ou dans les insuffisances mitrales traumatiques quand il y a une atteinte des piliers ou des cordages. D'accord? Il y a également les insuffisances mitrales qui se voient chez les patients qui sont déjà porteurs d'une prothèse. On peut avoir une thrombose de la valve ou alors on peut avoir une fuite de la valve et ça va donner une insuffisance mitrale qui va être aiguë, c'est-à-dire qui va se constituer très rapidement. Dans les insuffisances mitrales chroniques, là au contraire,
Ça veut dire que l'insuffisance mitrale, elle s'est constituée petit à petit et que petit à petit, l'oreillette gauche, elle a eu le temps de s'adapter. Ça se voit dans les causes dystrophiques, dans le rhumatisme articulaire aigu et dans les insuffisances mitrales fonctionnelles, c'est-à-dire sur ce qu'on avait dit, les insuffisances mitrales secondaires. Également dans les insuffisances mitrales congénitales, mais elles sont rares, elles ne sont pas très... Oui. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Donc, quand on a une insuffisance mitrale, c'est à peu près le même principe que pour le rétrécissement mitral, on va avoir des conséquences en amont et on va avoir des conséquences en aval. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction en fonction du mécanisme de l'insuffisance mitrale, c'est-à-dire si c'est une insuffisance mitrale aiguë ou si c'est une insuffisance mitrale chronique, la physiopathie n'est pas la même. Je vous ai dit, dans l'insuffisance mitrale aiguë, donc c'est une oreillette gauche qui va recevoir très rapidement une quantité importante de sang et elle n'aura pas le temps de s'adapter, alors que dans l'insuffisance mitrale chronique, cette fuite va se faire progressivement et donc l'oreillette gauche, elle aura le temps de s'adapter. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir donc une adaptation progressive des cavités cardiaques, ce qui fait que dans un premier temps, il n'y aura pas de symptomatologie fonctionnelle. C'est-à-dire que la symptomatologie ne va apparaître que quand la fuite va devenir importante. En amont, donc l'oreillette gauche, elle va recevoir en même temps son débit cardiaque normal, plus la quantité de sang qui est revenue du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Donc, on va avoir l'oreillette gauche qui va se dilater pour essayer de recevoir toute cette quantité de sang. En augmentant, en se dilatant l'oreillette gauche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter sa pression. On revient vers le rétrécissement mitral, c'est-à-dire une augmentation de pression au niveau de l'oreillette gauche, augmentation de pression au niveau capillaire pulmonaire, puis au niveau artériel pulmonaire. Donc, ça sera dans un premier temps une HTAP post-capillaire, et si on laisse pérenniser, c'est-à-dire si on laisse évoluer cette insuffisance mitrale, on va retomber dans l'HTAP précapillaire, c'est-à-dire l'HTAP où même si on enlève l'obstacle, les lésions sont irréversibles ou peu réversibles. Et bien sûr, si on laisse évoluer, l'artère pulmonaire, elle est en contact avec les cavités droites et donc on va avoir de l'insuffisance cardiaque droite qui va s'installer. En aval, à la différence du rétrécissement mitral, là, le ventricule gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir donc, le débit cardiaque normal, puis le débit qui a été régurgité, c'est-à-dire qui est repassé dans l'oreillette gauche au cours de la systole. Ce qui fait que le ventricule gauche, lui aussi, il va recevoir une grande quantité de sang. Donc, ce qui fait que le ventricule gauche va automatiquement se dilater pour essayer de recevoir les deux débits cardiaques, le débit cardiaque normal et le débit cardiaque régurgité. Le ventricule gauche, vous connaissez la loi de Starling, donc la fibre myocardique arrivée à un certain niveau de dilatation, un peu plus se dilater, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer de sa force contractile. Donc le ventricule gauche, dans un premier temps, va se dilater, mais arrivé à un certain stade, il ne pourra plus se dilater. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer de sa fonction et donc on va avoir l'installation de l'insuffisance cardiaque gauche. D'accord? Donc l'insuffisance mitrale, quand elle est évoluée, elle peut entraîner une dysfonction ventriculaire gauche et elle peut entraîner une dysfonction ventriculaire droite.
par rapport au rétrécissement mitral, où je vous ai dit le VG n'est pas concerné. Alors, donc, le rétrécissement mitral, lui, ne donne qu'une dysfonction du ventricule droit, des cavités droites. Voilà, je vous ai schématisé un petit peu les capillaires pulmonaires, l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche, c'est-à-dire ce qui est en contact avec le ventricule gauche, ce qui est en contact avec l'oreillette gauche, l'augmentation de pression au niveau de l'OG qui va retentir sur les capillaires pulmonaires. Dans un premier temps, une HTAP post-capillaire, puis par la suite, elle va passer dans l'artère pulmonaire avec un gradient qui va dépasser les mètres de mercure. Donc, ça sera de l'HTAP post-capillaire ou de l'HTAP mixte qui va retentir sur l'artère pulmonaire puis les cavités droites et elle va donner de l'insuffisance cardiaque droite. Voilà schématiquement un petit peu ce qui se passe. Alors, dans l'insuffisance mitrale qui évolue en mode aigu, c'est-à-dire que le mécanisme n'est pas le même. Voilà, donc le mécanisme n'est pas le même. Et dans ce cas, ça va aller très rapidement. C'est-à-dire que l'oreillette gauche va va recevoir une quantité de sang importante alors qu'elle n'a pas eu le temps de s'adapter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps d'augmenter son diamètre. Donc, on va avoir une grande quantité de sang dans une oreillette gauche qui est relativement normale, ce qui fait que la pression va augmenter très rapidement et on va avoir très vite l'installation d'un œdème aigu pulmonaire. D'accord? À la différence du mode chronique qui, dans un premier temps, va être asymptomatique ou peu symptomatique. Est-ce que c'est compris jusque-là? Alors, les 36 qui sont connectés avec moi, oui. Est-ce que vous pouvez répéter l'aigu? Alors, aigu, c'est la différence du chronique, d'accord? Ça se fait de manière brutale. Aigu, ça veut dire que c'est brutal. Donc, vous allez avoir un retour, vous allez avoir un flux qui va passer du ventricule gauche vers l'oreillette gauche sans que l'oreillette gauche ait eu le temps de s'adapter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps d'augmenter sa taille et d'augmenter son volume. Donc, l'oreillette gauche qui ne s'est pas dilatée en recevant une grande quantité de sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter très vite sa pression, à la différence du donc, si la pression augmente très vite au niveau de l'oreillette gauche, elle va augmenter très vite au niveau des artérioles des capillaires pulmonaires et de l'artère pulmonaire. Et donc, on va avoir une inondation alvéolaire, c'est-à-dire que le liquide là qui est passé, cette augmentation de pression, elle va entraîner un œdème aigu pulmonaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une insuffisance ventriculaire gauche aiguë. C'est compris? Oui, madame, merci. Voilà. Donc, le diagnostic, comment on va le faire? J'ai essayé de vous mettre un petit peu sur tous les signes fonctionnels dans l'insuffisance mitrale aiguë et dans l'insuffisance mitrale chronique. Regardez, l'insuffisance mitrale aiguë, elle est foudroyante. L'insuffisance mitrale chronique, elle évolue à bas bruit. D'accord? Donc, regardez très bien la différence. La chronique, elle a le temps de s'adapter. L'aiguë, elle ne s'adapte pas. Donc, l'insuffisance mitrale aiguë, elle est foudroyante. On va directement, donc c'est un patient qui va venir en poussée aiguë, c'est-à-dire en œdème aigu pulmonaire. Et il va avoir en même temps, généralement, on retrouve l'affection causale, c'est-à-dire
C'est un sujet qui a fait un infarctus hier ou avant-hier, ou alors le jour même qui fait une douleur thoracique, ou alors c'est un sujet qui a fait un traumatisme. D'accord? Donc, on retrouve toujours cette notion, c'est-à-dire cette cause qui a été à l'origine de l'insuffisance mitrale aiguë. Ou alors c'est un sujet qui a fait une extraction dentaire, ça fait une semaine, et qui fait une endocardite sévère. D'accord? Donc, il y a toujours généralement l'étiologie causale de cette insuffisance mitrale aiguë qui accompagne cette crise d'œdème aigu pulmonaire. Dans l'insuffisance mitrale chronique, c'est beaucoup plus lent, c'est à bas bruit. Parfois même, c'est une découverte fortuite. Je vous ai dit qu'elle peut rester longtemps asymptomatique. Ou alors, des fois, c'est une symptomatologie fonctionnelle qui va ramener le sujet à consulter. Ça peut être, par exemple, une dyspnée, ça peut être des palpitations, ça peut être une asthénie, d'accord? Mais c'est une symptomatologie fonctionnelle qui ramène le patient à consulter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, l'examen clinique. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, on va avoir le souffle systolique apexien, d'accord, qui va accompagner l'insuffisance cardiaque aiguë. Mais l'auscultation pulmonaire, on va retrouver des râles de stase, c'est-à-dire des crépitants aux deux champs pulmonaires qui confirment cette insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire cette insuffisance ventriculaire gauche. Alors, l'examen de la périphérie dans l'insuffisance mitrale aiguë va nous montrer, généralement, c'est un patient qui est en état de choc, qui fait une hypotension, qui fait des marbrures, qui ferait peut-être une petite cyanose des extrémités. Donc, on va retrouver les signes de l'état de choc. L'insuffisance mitrale aiguë est très sévère. Dans l'insuffisance mitrale chronique, on va prendre comme insuffisance mitrale le mode de description en ligne quand même assez évolué pour avoir des manifestations. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver à l'auscultation? C'est le souffle systolique. Donc, c'est un souffle qui va prendre toute la systole, c'est pour ça qu'on dit holosystolique. C'est un souffle qui est rectangulaire, qui débute avec le B1 et qui se termine avec le B2. Il est en jet de vapeur, c'est un souffle qui est doux, qui est aspiratif, d'accord? Il aspire, d'accord, le sang. C'est un souffle qu'on va entendre maximum au niveau du foyer mitral et qui va irradier à l'aisselle gauche. Comme pour le RM, c'est un souffle qui est encore mieux perçu si vous mettez votre patient en décubitus latéral gauche. L'auscultation cardiaque, si l'insuffisance mitrale est importante, ciliaire et sévère. Je dis bien ciliaire et sévère. On peut entendre un clic mésosystolique. Le clic mésosystolique se voit surtout si l'étiologie est en rapport avec un prolapsus valvulaire. Pourquoi? Parce que le prolapsus valvulaire, la valve, c'est une valve qui est un petit peu incurvée. Donc, comme elle est mise sous pression par l'oreillette gauche lors de son ouverture, on peut entendre un clic en milieu de systole, mésosystolique. Ciliaire et sévère aussi, on peut avoir des bruits de galop qui témoignent de l'insuffisance cardiaque, c'est ce qu'on appelle un B3. Le B2 au foyer pulmonaire va être augmenté de taille. On va avoir un éclat du B2 pulmonaire qui témoigne de l'hypertension artérielle pulmonaire. On en a déjà parlé dans le rétrécissement mitral. Il y a également le roulement d'hyperdébit. Donc, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle un roulement fonctionnel. Le roulement d'hyperdébit est un roulement fonctionnel. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le débit qui passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche en diastole, il est augmenté. Donc, ce roulement d'hyperdébit
traduit généralement une insuffisance mitrale qui est sévère. C'est compris jusque-là, c'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est compris. C'est compris, très bien. Alors, on fait une Madame, fois. est-ce que vous pouvez répéter le clic? Le clic. Le clic, c'est généralement se voit quand la valve mitrale, quand l'insuffisance mitrale est due à un prolapsus. Le prolapsus, ça veut dire que la valve mitrale fait un mouvement exagéré. C'est une valve qui n'est pas, qui est, comment dirais-je, qui est tellement souple qu'elle s'ouvre un peu trop. D'accord? Donc, quand elle s'ouvre, comme c'est une valve qui fait des mouvements amples, quand elle s'ouvre, elle est mise sous pression par l'augmentation de pression au niveau de l'oreillette gauche. Donc, cette pression, en ouvrant la valve quand il y a un prolapsus, fait comme un clic, comme s'il y avait quelque chose, un clic avant qu'il y ait cette ouverture de la valve. On l'entend comme un clic, d'accord? Peut-être qu'on va essayer de voir si on peut vous le faire au cours de la simulation. Je vais voir si on peut programmer le clic dans les insuffisances mitrales sévères. D'accord? D'accord, merci. D'accord. Alors, il y a aussi, bon, à la palpation, quand les insuffisances mitrales sont importantes, on peut avoir une déviation du choc de pointe qui est en bas et à gauche, c'est dû à la dilatation du ventricule gauche. Mais c'est toujours dans les IM importantes. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des examens complémentaires pour d'abord confirmer notre diagnostic et pour apprécier la sévérité de votre insuffisance mitrale. Les examens complémentaires, le premier, ça va être le CG. Comme vous savez, le CG, qu'est-ce qu'on va avoir? On a dans les IM sévères symptomatiques, on va avoir une hypertrophie auriculaire gauche et une hypertrophie ventriculaire gauche. Ça va se traduire par quoi? L'hypertrophie auriculaire gauche, donc parlons de P, qui va avoir une durée supérieure à 0,12 secondes, et l'hypertrophie ventriculaire gauche par un indice de Cornell entre 20 et 25, supérieur à 20-25, et l'indice de Sokolov qui est supérieur à 35 mm. Donc, c'est à peu près le même principe que pour le rétrécissement mitral. Je vous ai dit que l'oreillette gauche, c'est un petit peu elle qui est responsable du rythme sinusal. Donc, une fois elle se dilate de manière importante, on risque de perdre ce rythme sinusal et on va se retrouver avec des troubles du rythme atrial, c'est-à-dire troubles du rythme de l'oreillette. Et on va avoir soit une fibrillation auriculaire ou alors une tachycardie auriculaire ou un flûteur auriculaire. La radiographie du thorax, c'est compris pour le CG, on peut passer à la radio. Oui, madame. Alors, la radiographie du thorax, je vous ai dit, c'est à peu près la même chose que le rétrécissement mitral, sauf que dans le RM, je vous ai dit que le VG n'était pas dilaté, alors que dans l'IM, le ventricule gauche est dilaté. Donc, on va avoir une dilatation de l'oreillette gauche qui va se traduire par le double contour de l'arc inférieur droit, la dilatation du ventricule gauche par l'arc inférieur qui va être allongé avec une pointe qui va être sous-diaphragmatique, et on va avoir, bien sûr, un arc moyen gauche qui sera convexe quand on a l'hypertension artérielle pulmonaire. Avec ça, généralement, quand il y a de l'insuffisance ventriculaire gauche, on va avoir ce qu'on appelle des signes de surcharge pulmonaire. Bon, quand c'est des calcifications qui sont à l'origine de la pathologie, on peut voir des calcifications mitrales, mais c'est rare. Le diagnostic va être fait bien sûr par l'échocardiographie, l'écho transthoracique et l'écho transœsophagien.
qui va bien sûr nous confirmer notre diagnostic, mais qui va surtout apprécier l'importance de cette fuite mitrale. Et elle va nous donner une idée sur le mécanisme, c'est-à-dire sur l'étiologie de cette insuffisance mitrale, et elle va nous permettre d'apprécier également son retentissement, si elle est importante, s'il faut opérer, s'il ne faut pas opérer. Est-ce qu'il y a une autre pathologie associée? Est-ce qu'il y a une autre valvulopathie associée? Donc, tout ça, ça sera fait par l'échographie transthoracique et l'échographie transœsophagienne. Si l'échographie transthoracique ne suffit pas, l'échographie transœsophagienne n'est pas faite systématiquement. D'accord? C'est l'enregistrement. Est-ce que vous m'entendez? J'entends des petits clics, je ne sais pas ce que c'est. Oui, madame. Très bien. Voilà. L'échocardiographie. Donc, regardez, je vous ai montré une fuite mitrale. Vous avez LV, left ventricule, c'est le ventricule gauche. Et là, c'est left auricule, c'est l'oreillette gauche. Donc, vous avez une petite fuite. Vous avez des fuites qui sont un peu plus importantes. Et à la fin, on a une fuite mitrale qui est sévère, qui prend un petit peu une bonne partie de l'oreillette gauche. Donc, quand elle te prend presque la totalité de l'oreillette gauche, c'est une insuffisance mitrale qui est importante. Donc, toujours, bon, les valeurs de l'échocardiographie, les valeurs pour parler d'IM importante ou d'IM peu importante, je vais vous les donner sur le polycope du cours. D'accord? Je vais vous envoyer le week-end les deux cours de l'insuffisance mitrale et du rétrécissement mitral. Alors, le cathétérisme, comme pour le rétrécissement mitral, il n'est plus d'actualité. Actuellement, avec le Doppler cardiaque et avec l'échographie transœsophagienne, on a très peu recours au cathétérisme droit, sauf si, bien sûr, on projette de faire chez ce patient une coronarographie en même temps avant d'opérer votre patient. Donc, si on opte pour une chirurgie valvulaire, et si c'est un sujet qui est âgé ou si c'est un sujet qui fait de la douleur thoracique ou s'il a des antécédents de coronaropathie, là, on a recours au cathétérisme et on fait en même temps donc une coronarographie et une prise de pression. Quelles sont les complications de l'évolution d'une insuffisance mitrale? Donc, on va avoir une insuffisance, voire même une insuffisance ventriculaire gauche et droite, c'est-à-dire une poussée d'insuffisance cardiaque globale. On peut avoir une bactérienne, c'est-à-dire une endocardite infectieuse. Vous allez voir que l'endocardite infectieuse, elle est parmi les assez fréquentes dans l'organisme. C'est la deuxième valvulopathie après l'insuffisance. Avoir un trouble du rythme, donc comme je vous ai dit, ça peut être une fibrillation auriculaire ou une auriculaire ou un flux auriculaire. Et on peut avoir, comme pour la même chose que pour le rétrécissement mitral, une ogie dilatée avec une stase sanguine de thrombus et dilatation d'embole dans toute la circulation et donc d'entraîner des embolies systémiques assez graves. Le pronostic dans l'insuffisance mitrale aiguë, il est de très mauvais pronostic parce qu'elle se fait donc de manière aiguë sur un cœur qui n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc, soit elle est corrigée en extrême urgence, soit le sujet décède dans un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë gauche. L'insuffisance mitrale chronique de pronostic quand même beaucoup plus favorable.
Elle évolue pendant donc assez longtemps dans un mode asymptomatique. Elle devient symptomatique quand elle devient un petit peu importante. Donc, le pronostic, il est en fonction de la fonction ventriculaire gauche. Si on a diagnostiqué notre insuffisance mitrale alors que le fonctionnement du ventricule gauche est correct, après une correction chirurgicale, on a beaucoup de chances de récupérer complètement sa fonction ventriculaire. Par contre, si on laisse évoluer que l'insuffisance mitrale n'a pas été diagnostiquée tôt ou qu'elle n'a pas été opérée tôt, donc ça va s'installer une dysfonction ventriculaire gauche. Cette dysfonction ventriculaire doit être à l'origine de nombreuses poussées d'insuffisance cardiaque et donc là, le pronostic reste très réservé. Le traitement, c'est un traitement surtout chirurgical quand l'insuffisance mitrale est importante. Le traitement médical, on ne le donnera que quand il y a une pathologie associée. Par exemple, s'il s'agit d'un infarctus, il faudra bien sûr traiter en même temps l'infarctus. S'il s'agit d'une endocardite, il faudra mettre votre patient sous antibiothérapie à forte dose et synergique. Les IEC, on les donnera, vous allez voir, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Vous allez voir qu'ils sont utilisés justement quand il y a de la dysfonction ventriculaire gauche. Pourquoi? Parce qu'ils diminuent de la précharge, de la post-charge et donc ils vont améliorer un peu mieux l'éjection du ventricule gauche. Et on traitera symptomatiquement toute poussée d'insuffisance ventriculaire gauche. Cependant, toute insuffisance mitrale asymptomatique, donc il n'y aura pas de traitement médical, ça sera surtout un suivi qui doit se faire régulièrement pour éviter l'installation justement de la dysfonction ventriculaire gauche. Pour ce qui est du traitement de toute insuffisance mitrale sévère, le traitement sera automatiquement chirurgical. On fera un bilan pré-chirurgie, pré-CEC, circulation extracorporelle. Bon, bien sûr, le bilan reste le même pour toutes les pathologies. Et bien sûr, en fonction de l'insuffisance mitrale, il y a des indications. Par exemple, une plastie. La plastie, c'est la technique de choix. Pourquoi? Ça évite de faire un remplacement valvulaire et donc ça évite de mettre le patient sous traitement anticoagulant. La plastie, on ne la fera que si la fonction ventriculaire gauche est correcte et si le diamètre télésystolique ne dépasse pas les 55 mm. Par contre, si la fonction ventriculaire gauche est atteinte ou si le diamètre télésystolique dépasse les 55 mm, dans ce cas, on a recours à une chirurgie radicale et à un remplacement valvulaire mitral. Les recommandations, ce que vous voyez en 1C, 1B et 2AC, c'est ce qu'on appelle les critères de recommandation. C'est des recommandations classe 1C, 1B. Bon, c'est pas dans votre domaine. Retenez juste que la plastie, elle est bien sûr, quand elle n'est pas, dans certains cas, elle est préférée à la technique radicale, à la chirurgie radicale, mais qu'il y a des cas où cette plastie ne peut pas être préconisée. Et dans ce cas, on a directement recours à la chirurgie radicale et au remplacement valvulaire mitral par prothèse. La prothèse mitrale qu'on utilise le plus, c'est la prothèse métallique. Bien sûr, on est obligé de mettre notre patient sous traitement anticoagulant, mais l'avantage, c'est que généralement, on ne revient pas sur l'intervention. Le traitement chirurgical, la bioprothèse, elle est peu utilisée. Pourquoi? Parce que généralement, elle dégénère et il faudra réopérer votre patient une deuxième fois. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les recommandations. Dans l'insuffisance mitrale primitive. Dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle, c'est-à-dire dans l'insuffisance mitrale secondaire, on opérera que les insuffisances mitrales
sévère chez un patient qui doit subir en même temps que cette insuffisance mitrale, va subir, par exemple, pour les infarctus, il va subir un pontage aorto-coronaire. Sinon, on n'agit pas sur l'insuffisance mitrale. On agit toujours sur l'insuffisance mitrale, même si elle est modérée, quand la fraction d'éjection est correcte et que le patient, c'est-à-dire qu'il est déjà programmé pour une chirurgie pour son infarctus, à type de pontage. Donc là, par la même occasion, si le patient présente une dyspnée à l'effort ou s'il présente des manifestations symptomatiques, là, on va faire en même temps que le pontage, on va faire une plastie de sa valve mitrale. Dans les insuffisances mitrales sévères, si la fraction est basse et s'il y a possibilité de revascularisation, c'est-à-dire de récupérer une partie de son myocarde qui est touchée par l'insuffisance coronaire, par son infarctus, là, on peut prévoir aussi une plastie mitrale. Et bien sûr, si l'insuffisance mitrale, elle est sévère, symptomatique et qu'on n'arrive pas à la juguler sous traitement médical, là, on peut agir par une chirurgie. Donc, là, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est soit une plastie, soit un remplacement valvulaire mitral. Bioprothèse très peu utilisée. Actuellement, c'est surtout la valve mécanique, en mettant bien sûr votre patient sous anticoagulation à vie, avec toujours faire attention les récidives de rhumatisme articulaire aigu et surtout faire attention à la greffe bactérienne, à l'endocardite infectieuse qui, elle, peut entraîner une insuffisance mitrale aiguë sur une prothèse qui est déjà placée. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes prothèses qu'on peut utiliser. Et je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Coucou, pour ceux qui restent. Madame, j'ai pas compris la relation entre l'IDM et la valvulopathie, les valvulopathies. Alors, je vous ai parlé de l'insuffisance mitrale aiguë. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, je vous ai dit que la cause de l'insuffisance mitrale aiguë, ça peut être soit une endocardite. Pourquoi l'endocardite? C'est parce qu'elle perfore la valve, elle fait des trous dans la valve, d'accord? Et la deuxième cause, c'est l'infarctus du myocarde. Vous allez voir que l'infarctus du myocarde peut toucher n'importe quelle partie du myocarde. Il arrive des fois que le myocarde qui est touché, le myocarde qui est nécrosé, se situe là où la valve s'insère. C'est-à-dire là où il y a, par exemple, le pilier de la valve mitrale, de la grande valve ou de la petite valve, ou alors là où il y a les cordages de la valve. Donc, s'il y a nécrose, les piliers ou les cordages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont plus insérés, donc ils ne retiennent plus la valve. Et donc la valve, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des mouvements exagérés et ça va entraîner une fuite importante qui va se faire de manière aiguë. C'est compris? Oui, madame, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou c'est bon? Coucou, c'est bon? Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, pour la prothèse mécanique, il n'y a pas un risque d'installation de biofilm sur la prothèse, un biofilm de staph, par exemple, des staphylocoques. Si, je vous dis qu'il y a un risque d'endocardite infectieuse qui se fait même sur la prothèse. C'est-à-dire que vous avez une insuffisance mitrale chronique, vous avez opéré votre patient, vous avez placé une prothèse métallique et la prothèse métallique, vous allez avoir une greffe bactérienne, c'est-à-dire vous allez encore avoir un germe qui va se greffer sur la prothèse métallique.
Et là, ça va vous donner une insuffisance mitrale aiguë sur une insuffisance mitrale chronique opérée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Ah bah soit vous avez un bloc à côté et vous opérez très vite votre patient, soit votre patient décède. Merci. Voilà, c'est pour ça justement qu'il faut faire très attention à la greffe bactérienne. Vous allez faire le cours de l'endocardite infectieuse et vous allez comprendre que le risque de l'endocardite infectieuse est très important. D'accord? Merci, madame. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou c'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, vous allez avoir... Alors là, je vais arrêter l'enregistrement. Très bien.